Nous accueillons maintenant Sylvie et Jean-Luc sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir, messieurs, dames, bonsoir. 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 Bonsoir, vous m'entendez bien ? Oui, on vous entend bien. Très Bonsoir. bien. Bonsoir. Alors, par avance, je préviens nos auditeurs, nos auditrices que vous êtes loin, Sylvie et Jean-Luc, puisque vous êtes à Singapour, me semble-t-il. Oui, c'est ça. On est à Singapour et il est Et il 10 y a heures du matin. voilà. Et il est 10 heures du matin et il y a un petit décalage, donc, mais qui est, 6 heures. qui est 6 heures du matin. Oh, vous vous êtes levé tôt pour nous, donc. Oui, un petit peu. C'est pas grave. Sylvie et Jean-Luc, donc il y a un tout petit décalage, mais vraiment qui est, c'est rien du tout. Donc, mais voilà, je voulais mettre juste au courant toutes celles et ceux qui nous écoutent ici en France, en Europe, un peu partout dans le monde. Euh, Depuis un an, vous avez entamé un combat, Sylvie et Jean-Luc, pour faire libérer votre fils Tom, qui est emprisonné à tort en Malaisie. Alors, qu'est-il arrivé à Tom d'abord Je ne sais pas lequel de vous deux va prendre la parole pour nous raconter, mais cela fait plus d'un an que Tom, qui a 33 ans, ce jeune homme plein de vie et brillant, euh, eh bien, est privé de liberté et donc incarcéré là-bas en Malaisie. On vous écoute. Eh bien, écoutez, il a été arrêté parce il sous-louait une chambre dans une maison où les policiers ont trouvé de la drogue. Donc, ils ont été arrêtés. Et bien que le locataire de la maison, dès le départ, ait dit que Tom n'y était pour rien, qu'il était le responsable, la justice malaisienne met ça sur le common intention et ils ont arrêté les 3 personnes qui étaient dans la maison. Et donc, depuis, malgré cette déclaration du locataire, notre fils a été emprisonné. Il a passé 3 semaines, depuis le 9 août jusqu'au 1er septembre, 3 semaines en lock-up, en garde à vue en Malaisie, dans des conditions atroces, indignes, qui ne respectaient pas les droits de l'homme. Oui. Pas de douche, une hygiène déplorable, des insectes, dormir par terre. Et il nous a appelés au bout de 5 jours, nous expliquant la situation, sollicitant, nous demandant un avocat et l'ambassade, disant que il était, à ce moment-là, il était terrifié. Il ne comprenait pas, comme nous, ce qui lui arrivait. Le ciel lui tombait sur la tête et nous aussi. Et depuis, nous allons d'audience en audience. Donc, il a été transféré à la prison de Perlis, Oui. sur le continent, en Malaisie, pas très loin de la frontière thaïlandaise. Depuis un an, nous avons été d'audience en audience, sans qu'il ait pu se défendre à une seule fois. Pourquoi C'est juste des audiences. Pourquoi, Sylvie Parce que là-bas, ils appellent ça des audiences administratives, c'était pour des compléments d'enquête. Il fallait que ça... Et depuis, donc on était à toutes les audiences. On attendait des papiers. Les audiences duraient 5 minutes. Le papier n'était pas là. C'était reporté d'un mois. Le papier n'était toujours pas là. Après, les avocats malaisiens ont fait une lettre disant que suite aux entretiens avec Tom et avec le colocataire qui était dedans, ils ont donné des noms, comme quoi c'était en fait le propriétaire qui devait recevoir effectivement un paquet et qui devait repartir le soir. Et en fait, c'est quelqu'un qui a amené un paquet et c'est la police qui est venue le chercher. Donc c'est corrompu, c'est de la dénonciation, et notre fils est là-dedans et il n'a pas pu se défendre parce qu'il n'a pas la parole. D'abord, il a été à des audiences au départ pendant les 3 premières semaines où il était en lock-up, sans avocat, sans traducteur.
Et ensuite, nous, quand on a trouvé les avocats, eh bien, les avocats ne pouvaient rien dire tant que, voilà, ils disaient qu'ils faisaient un complément d'enquête. Mais les avocats ont fait une lettre pour enquêter sur ces personnes, il n'y a pas d'enquête qui a été faite. On a attendu pendant des mois et des mois les résultats du poids de la drogue. Oui. On n'a pas un papier officiel comme quoi il est arrêté parce qu'ils avaient trouvé 400 grammes. En février, c'est passé à 1,7 kg. Enfin, je veux dire, c'était hallucinant. C'est comme ça depuis 1 an. Et en juin, ils ont passé son dossier en haute cour. Donc ça veut dire que maintenant, ils vont pouvoir entendre. Il va pouvoir y avoir un procès. Si ce n'est que ce procès, il est en juin 2025. Donc ça veut dire encore attendre 1 an. 1 an, oui. Et à l'audience en juin, dans cette haute cour, où on a eu accès au dossier, donc avec toutes les recherches, les enquêtes. Et ben, en fait, ce dossier qu'on attendait, mis à part des photos de la maison et des photos de la drogue qu'ils ont trouvées, on a une malheureuse petite déposition de Tom, la première, quand il a été arrêté, et on n'a rien. Il n'y a aucune prise d'ADN, les téléphones n'ont pas été fouillés. Voilà, il n'y a pas de preuves. Alors, Et, il faut préciser à celles et ceux qui nous écoutent qu'on ne connaît pas beaucoup l'histoire de Tom en France et vous avez très bien fait de rentrer en contact avec nous, hein, Sylvie et Jean-Luc, parce que votre intervention ce soir va marquer le début de quelque chose, en tout cas d'une énergie qui va être relayée par la communauté de cette libre antenne qui est très importante, qui est la plus importante d'Europe 1, et qui va agir. On va voir de quelle manière nous pouvons le faire, mais il est important de préciser dès maintenant, vous qui nous écoutez, chers amis, que Tom est quelqu'un de bien. Tom est un garçon extrêmement sérieux. Tom est un fils d'instituteur donc de Sylvie et de Jean-Luc. Il est né à Vénissieux. Il a grandi en Saône-et-Loire avant de voyager à travers le monde avec ses parents, notamment en Asie. Mais c'est un jeune homme extrêmement sensible aux causes environnementales. Il a étudié la biologie marine en Australie. Il a travaillé 3 ans dans une ferme ostréicole en Indonésie avant d'être embauché chez Veolia. Il a aussi en poche un diplôme d'instructeur de plongée. Tom est un garçon des plus sérieux. Et je vous prie de bien noter le profil de ce garçon qui a la tête sur les épaules et qui, en plus, connaissait parfaitement le fonctionnement de la Malaisie, qui est un pays avec sa loi, ses lois, mais où la drogue, et même la drogue douce, est considérée comme quelque chose de très grave et même passible de la peine de mort, comme ça l'était il y a quelque temps en Thaïlande. La Thaïlande ayant maintenant basculé complètement de l'autre côté, puisque vous allez en Thaïlande et maintenant vous trouvez de l'herbe à vendre un peu partout en Thaïlande. Donc on peut voir que dans ces pays, c'est voilà, la conception de tout ça tient à peu de choses. Mais ce qui est important de savoir, c'est que Tom connaissait parfaitement le risque de vendre ou d'avoir de la drogue chez lui et qu'il ne savait absolument pas ce qui se passait dans cette maison. Ça, c'est important que vous le sachiez. Et puis, la deuxième chose importante qu'il faut que vous sachiez, c'est que il risque très, très lourd. Hein. Vous me confirmez, Sylvie et Jean-Luc? Oui. oui, Oui, il a 3. Enfin, on a eu les papiers concernant les charges. Il a 3 charges passibles de la peine de mort ou des années de prison. Alors, je crois que tout cumulé, on en est à plus de 100 ans de prison, une 50aine de coups de bâton, parce que bon, ça fait partie également des sanctions, les coups de bâton et bon, une amende financière d'une 20aine de milliers d'euros, mais voilà. Alors, bien évidemment, l'énoncé de ce qu'il risque doit complètement vous effrayer, parce que c'est effrayant d'entendre ça. Vous saviez, vous, que la Malaisie avait un système comme ça, juridique, complètement défaillant, que c'était
alors, on va essayer de pas les vexer, hein, les gens de Malaisie qui vont nous écouter, parce que croyez-moi, ce que on va se dire ce soir va être entendu à l'ambassade ici et sûrement atterrir là-bas en Malaisie. Donc, il n'est pas ici question de faire le procès de la Malaisie, mais de rappeler à la Malaisie qu'ils ont affaire là à un garçon qui connaît le droit français et qui a voyagé partout et a toujours été respectueux des us et coutumes des pays dans lesquels il a vécu et voyagé. Donc, comment, à l'ambassade de France, on vous aide déjà? Alors oui, Tom a voyagé avec nous depuis tout petit, puisqu'il a, comme vous dites, il a un parcours assez atypique. On est parti de la France, il avait 2 ans. On a vécu à La Réunion, on a vécu à l'étranger. Effectivement, on a toujours appris, on a toujours éduqué nos enfants avec le respect des pays où on vivait. Je précise que vous êtes euh, professeurs l'un et l'autre, hein, professeurs des écoles. Donc. oui, oui, voilà. Donc, il était avec nous au Cambodge, il était avec nous aux Philippines, à Singapour, enfin, de partout où on a voyagé. Il a toujours été très respectueux et il connaît les lois. Je veux dire, quand il était ici. Singapour a les mêmes lois concernant la drogue que la Malaisie. Oui, Après, pour être allé là-bas, hein, Sylvie Jean-Luc, parce que je connais bien Singapour, je connais Oui. bien la Thaïlande et la Malaisie. Je me rappelle que quand vous arrivez en plus dans ces pays, dans l'aéroport, il y a penalty death, hein, on vous prévient bien que la peine de mort On vous prévient. pour drogue. Donc voilà, je ne doute pas une seule seconde qu'il était parfaitement au courant de tout ça. Exactement. Quel est le profil? Et l'ambassade. Oui, pardonnez-moi, je vais un peu trop vite. Donc l'ambassade de France, elle vous apporte quelle aide aujourd'hui? Alors, l'ambassade de France en Malaisie, avec qui on est en contact depuis le début, nous apporte la protection consulaire. C'est-à-dire qu'ils s'assurent, et c'est toutes les lettres à chaque fois qu'ils nous envoient sont comme ça, ils s'assurent que Tom est dans les conditions observées en Malaisie, comme les autres. Ça veut dire quoi, ça, Sylvie? Ça veut dire Ça veut dire que les conditions en Malaisie oui. ne sont pas les mêmes que chez nous, puisqu'ils sont 20, 30 par cellule, à dormir par terre, sans ventilation, puisque ce sont des pays tropicaux, avec un robinet dans le coin de la cellule, un petit muret qui sépare avec un trou dans le sol comme toilette. Pas d'activité, pas de sortie, pas de télévision, enfin dans les conditions observées en Malaisie, c'est-à-dire c'est des conditions Midnight qui Express, ne hein, respectent pas. c'est le film Midnight Express. Voilà, Ce sont des exactement. conditions d'incarcération presque ancestrales, hein, pour nous, déplorables. On imagine en plus qu'il n'y a pas donc d'air là où il est incarcéré, parce qu'il fait extrêmement chaud, hein, dans ces pays d'Asie. Tom est incarcéré dans des conditions terribles. La lumière toute la nuit avec des néons et impossibilité de lui donner pas des boules caisses pour s'isoler du bruit, c'est super bruyant. Impossible de lui donner un protège-yeux pour dormir la nuit. Il n'a droit à rien. Il a un tapis de yoga. Oui. Et c'est tout, quoi. Et quand l'ambassade a été visitée, puisqu'ils ont fait des visites à Tom, Oui. il n'accède pas à ces cellules. Il n'accède pas à ces cellules, il le voit dans une pièce, je suppose. Exactement. Et est-ce que vous pouvez Donc, visiter votre fils régulièrement, vous, Jean-Luc et Sylvie? Alors oui, on peut le visiter régulièrement. L'année qui vient de se passer, on alternait entre une fois à la prison à Perlis et une fois à l'audience, donc on voyait tous les 15 jours, 3 semaines. Oui. À chaque fois,
on ne peut pas l'approcher. Enfin, je veux dire, quand on va le voir à la prison, il est derrière une grille, derrière un plexiglas. On a un téléphone pour deux où on peut chacun parler notre tour. Quand on était à l'audience, on a pu une ou deux fois essayer d'avoir des rendez-vous organisés par le consul honoraire qui était là pour qu'on puisse le voir après l'audience, dans les couloirs, Oui. entouré de gardiens, ou dans la salle du tribunal, 5 minutes avant que tout le monde arrive, ou dans la cellule en bas du tribunal, où là, on l'a vu enchaîné, Mon Dieu. menotté, avec 5 autres personnes, à même le sol, dans une cellule de 3 par 4, enfin, derrière des barreaux. Oui. Ils Ça sont... ça doit être terrible pour vous, ma pauvre Sylvie, maman, de voir votre fils dans ces conditions-là. Comment va-t-il d'abord comment résiste-t-il à ces conditions d'incarcération désastreuses? Eh bien, il a attrapé la gale, il a été malade, il a attrapé des furoncles. Au début de son incarcération, comme je vous disais, il était terrifié, terrorisé. Partir en prison, enfin, vous imaginez, comme vous dites, Midnight Express, la prison avec toute la violence, Oui. vous pouvez imaginer derrière. Donc, il était total paniqué. Et puis, petit à petit, la première chose qu'il nous a demandé, c'est qu'il nous a dit, je vais devenir fou, il faut m'amener des livres. Donc, on a fait que ça toute l'année, lui amener des livres. Il a le droit d'avoir des livres? Yoga. Alors, on s'est battu, l'ambassade nous a aidés parce que voilà, il a le droit à 3 livres par semaine. D'accord. Il a droit aussi à des lettres qu'on lui amène, si ce n'est que quand on lui amène les livres, ben, il les a au bout de 15 jours, un mois, ça dépend. Il n'y a pas de règle. Là, donc, nous, on a expliqué qu'on ne pouvait pas venir toutes les semaines, donc il fallait qu'on amène plusieurs livres en même temps, donc ils ont quand même accepté. La prison a accepté, mais voilà, ils lui donnent au compte-gouttes. Y a-t-il des amis à lui qui vivent là-bas en Malaisie, qui peuvent, lorsque je suppose que vous êtes pris par votre vie à vous, là-bas à Singapour, est-ce qu'il reçoit d'autres visites? Non, parce Non. que quand on ne va pas en visite, les visites sont très éprouvantes pour nous, parce que on est à Singapour, on est à 1 heure de Kuala en Malaisie, en avion, mais si ce n'est que Tom est dans le nord et qu'on doit prendre 2 avions, c'est-à-dire qu'on doit d'abord aller, enfin, il y a différentes manières d'y aller, on y a d'abord été en faisant Singapour-Kuala, on arrive le soir tard, on passe la nuit dans l'aéroport parce qu'il y a un vol à 6 heures le matin pour arriver alors c'est tard. Ensuite, on doit prendre une voiture qui dure pendant 1 heure et on arrive et on voit Tom 45 minutes. Au début, c'était 45 minutes. La dernière fois qu'on y a été, ils ont réduit le temps à 35 minutes. Oui. Il y a une Et espèce ensuite, on fait tout le trajet dans l'autre sens. Ce qui fait qu'en fait, de porte à porte, on met 24 heures. D'accord. Vous 35 minutes. Donc, on préfère les appels vidéo. C'est-à-dire que la dernière fois qu'on y a été, c'était mi-septembre. On lui a amené une cargaison de livres. Et depuis, on le voit en appel vidéo. C'est-à-dire que tous les samedis, on le voit pendant 45 minutes. D'accord. Donc, c'est appel vidéo, mais c'est plus pratique pour nous parce que on n'a pas un téléphone pour deux. Voilà, et on le voit vraiment bien parce que quand on est à la prison, il est derrière ce plexiglas, cette grille, à contre-jour. Donc là, on a vraiment... Et en fait, ce système de vidéo est mis en place par la prison même, ou il a un appareil à lui? Oui, non, il n'a pas d'appareil à lui, je suppose. Non, oui. Non. Oui. Il est dans une pièce avec des gardiens derrière qui passent tout le temps, qui nous font signe,
qui joue, qui parle, qui crie. Enfin, c'est très. Alors, On est tout de suite plongé dans son quotidien. un quotidien qui est terrible. Alors, il faut que les gens qui nous écoutent, responsables de l'incarcération de Tom aujourd'hui, je parle du gouvernement malaisien, mais je parle de tout ce qui a trait à la Malaisie, c'est-à-dire les compagnies aériennes, les liaisons touristiques. On va de toute façon, nous, ici à Europe 1, faire en sorte de faire comprendre que Tom a le droit à un procès équitable et à surtout une enquête équitable, car l'enquête ne tient absolument pas debout. Et ce dont Tom est accusé, malgré les dénégations des personnes mises en cause qui reconnaissent le trafic de drogue, elles, mais qui ont innocenté Tom, ceci est toute une mascarade qui ne sera pas sans conséquence, car nous nous emparons ce soir de l'histoire de Tom et de votre histoire, Jean-Luc et Sylvie, mais il va y avoir ensuite cette communauté d'Europe 1 qui va suivre, et j'espère bien que des collègues, des confrères, des consoeurs ici à Europe 1 vont aussi suivre cette histoire pour pouvoir mettre la pression sur la Malaisie afin que Tom ait un procès et d'abord une enquête sérieuse avec des motifs qui ne tiennent pas debout encore aujourd'hui, parce que Tom avait un projet de procès, d'entreprise, c'est cela ? Oui, c'était un jeune entrepreneur, c'est-à-dire que, comme vous avez dit, après avoir travaillé à Veolia, à Kuala Lumpur pendant 3 ans, c'était après le Covid, et il avait fait un peu quand même un petit burn-out. C'était il y avait c'était des gros challenges, des gros défis, et il s'était beaucoup investi. Et après, avec le Covid, il a revu ses priorités, ses projets de vie. Oui. Et il voulait retourner à ses premiers amours, la plongée. Tom a un côté Robinson Crusoe, comme vous disiez, quand il était sur les crapets dans les fermes perlières. Et il voulait se retrouver ce côté-là, gagner moins d'argent et avoir une meilleure qualité de vie. Oui. Et donc, il avait ce projet, il avait déjà investi en Malaisie dans ce projet. Et c'est pour ça qu'il y allait tout le temps, qu'il était chez nous à Singapour et qu'il faisait des allers-retours pour rénover ce projet de restauration, mettre en place les publicités, monter le projet, quoi. Mmh. Il faut savoir... allez-y, pardonnez-moi, allez-y. Non, allez-y. Non, il faut savoir que la Malaisie reçoit des milliers de Français chaque année en termes de tourisme. La Malaisie est un pays de passage. D'abord, la Malaisie est un très beau pays, avec des plages magnifiques, des plongées magnifiques. La Malaisie est à côté de la Thaïlande. Pour vous qui nous écoutez, qui ne situez pas obligatoirement où se trouve la Malaisie, c'est un pays qui est en plein développement, qui se développe de plus en plus au niveau du tourisme. Donc quand je dis que nous allons veiller à ce que Tom ait un procès équitable et qu'il jouisse d'une défense normale là-bas dans ce pays, mais surtout qu'il ait le droit à un procès équitable. Lorsque je dis équitable, c'est qu'aujourd'hui, en l'état des faits qui sont reprochés à Tom est innocent. Tom est un jeune Français innocent qui est incarcéré aujourd'hui en Malaisie alors qu'il n'a rien fait, et que surtout les trafiquants, les gens qui étaient dans cette maison ont parfaitement reconnu devant la police que Tom n'avait rien à voir avec ça, il n'était même pas au courant de tout ça. Donc, ce que j'entends par là, c'est que nous, ici, on va bien évidemment essayer d'expliquer aux gens qu'il ne faudra plus prendre des compagnies aériennes malaisiennes, qu'il ne faudra plus aller dans ce pays. On va faire ce qu'il faut pour que les gens nous entendent. Parce que déjà, les conditions d'incarcération que vous nous décrivez sont terribles. Et on imagine combien ça doit être compliqué pour lui
de vivre ces jours d'incarcération. Mais c'est surtout l'injustice dont il est victime aujourd'hui. À aucun moment, en fait, il n'a été défendu, Tom. Vous me confirmez? Il n'a jamais eu la possibilité, ni son avocat d'ailleurs, hein, je crois que ça fonctionne comme ça là-bas, de pouvoir présenter ne serait-ce que son profil, qui il est, et puis de présenter des arguments contradictoires par rapport à ce que le procureur a pu énoncer, quoi. Voilà. Donc pour l'instant, nos avocats n'ont pas pu dire un mot. Alors, ils nous ont dit qu'on avait la possibilité éventuellement de faire une lettre au procureur ou au responsable, au grand responsable des procureurs, mais c'est à prendre avec des pincettes parce que même notre avocat malaisien nous a dit, si on commence à demander à parler de la faiblesse du dossier, du manque de preuves concernant Tom, ça laissait donc pour l'instant il n'est pas question de pouvoir avancer le procès, hein, mais ça laissait une année au procureur pour combler les trous. Ce sont les mots de notre avocat. Combler les trous, Donc, il entend quoi par là? Combler les trous du dossier. Combler les trous du dossier, Mmh. C'est-à-dire le manque, je sais pas, le manque d'enquête, le manque de preuves. Donc, ça nous terrifie, ça, parce que bon, qu'est-ce qu'il faut entendre derrière ça? Est-ce que on va fabriquer des preuves pour accuser le petit Français incarcéré Jean-Luc, là-bas? au moment Oui. où on parle, combien de personnes sont mises en cause dans cette histoire avec Tom? Il y a deux autres personnes. Deux autres Il y a personnes? donc D'accord. il y a deux autres personnes. Il y a donc le locataire principal de la maison et sa compagne. D'accord. Et qui sont, Lui et Tom. qui sont, Ils sont malais. qui sont malais, eux, et qui ont reconnu les faits. Enfin, Alors. le locataire principal a reconnu D'accord. les faits. Mais ça n'apparaît nulle part. Cette déposition, on ne la trouve nulle part. Donc là, C'est-à-dire que quand on peut commencer à parler, à évoquer un manque profond de justice, hein, un manque profond de sérieux dans l'enquête, puisque le principal accusé, qui a pourtant reconnu les faits et qui a innocenté totalement Tom, hein, je crois. Eh ben, c'est ce qu'il a dit. C'est ce que Tom c'est ce que- nous a dit lors de ses premiers entretiens avec la police, et que bon, apparemment, ça n'a pas été entendu ni consigné, apparemment. Et les avocats malaisiens disent que quand on leur demande, mais retrouvez cette déposition et ce qui a été dit dans la première semaine, ils nous disent que, de toute façon, alors d'abord, pendant 10 mois, on a attendu ça, et quand on a eu accès au dossier et qu'on n'avait pas cette déposition, ils nous ont dit que, de toute façon, vu qu'en Malaisie, il y avait eu des premières des dépositions. premières dépositions qui étaient souvent obtenues sous la contrainte, Oui. que maintenant, dans les procès, ils n'en tenaient plus compte. C'est-à-dire qu'on est aussi face à des avocats qui nous disent on ne peut rien faire, il faut attendre les pièces du dossier, il faut qu'on ait le dossier en main. Et on a attendu parce que nous, on n'y connaît rien, et qu'on attend et qu'on ne connaît pas la loi malaisienne, et qu'on a notre avocat qui nous dit d'attendre. Et quand en juin, on récupère ce dossier où il n'y a rien, on se dit, mais enfin, où est la déposition qu'on devait pouvoir... Où est l'accusation? L'accusation, elle est claire aujourd'hui, même l'accusation vis-à-vis de Tom? L'accusation, oui, il est trafic et détention de drogue. Oui. Oui. Et nous, par exemple... C'est de l'herbe, c'est quoi? C'est du cannabis, hein, c'est ça? Oui, c'est du cannabis. Oui, c'est du cannabis. Tout ça pour du cannabis en plus, c'est délirant, délirant. Bon, c'est interdit là-bas, on va pas épiloguer là-dessus. Au-dessus de 200 grammes, on rentre sur un article voilà. Avec peine de mort. Voilà, de toute façon, voilà, au-dessus de 200 grammes, c'est la peine de mort. D'accord. Dans cette histoire, donc, le Malais, sa fiancée,
sont donc On est- incarcérés eux aussi. Il n'y a pas d'autres personnes Oui, qui ont été... aussi. Il y a pas d'autres Non. personnes? D'accord. Ça veut dire que cet homme, il était sûrement surveillé depuis un bon bout de temps par la police, qui sait très bien. Est-ce que par exemple la téléphonie a été vérifiée? Eh bien non, justement. On sait par exemple, dans les aberrations, que le téléphone du locataire principal a été redonné à sa mère au bout de 15 jours. Et nous, Tom, on a récupéré le téléphone à la première audience grâce au consul honoraire, c'est-à-dire au mois de novembre. Donc on a dit, bon bah, de toute façon, c'est parfait. Ils ont eu le temps de fouiller le téléphone de Tom. Oui. Ils ont eu le temps de voir ses contacts, de voir qu'il n'y avait aucun contact, aucune transaction, rien du tout. Eh bien non, ils n'ont pas fouillé les téléphones. Oui, donc je comprends votre, Et le votre téléphone du inquiétude. principal, et le téléphone du principal Accusé? responsable, Oui. lui, a été rendu à la maman au bout de 15 jours. D'accord. Vous êtes en rapport avec cette dame ou pas du tout? Non. Non. Vous avez donc un Donc, avocat malais? donc c'est tout ça. Oui, on a 2 avocats malais Oui. parce que c'était le parcours des avocats, c'était aussi un, un combat aussi. Enfin, on a d'abord eu un premier avocat en France, ensuite un avocat à Singapour qui nous a conseillé ses avocats en Malaisie, qui devait faire le lien entre nous parce qu'on n'était pas sur place. Enfin, bref, c'était compliqué. Maintenant, on n'a plus que les avocats en Malaisie parce que c'était une hémorragie financière qui nous a beaucoup effrayés au départ. Et on a donc maintenant ces 2 avocats, une des droits de l'homme et un qui peut plaider au pénal. Qui a le droit de Et plaider au pénal? voilà. Et D'accord. depuis le mois d'avril, en fait, donc depuis le départ, les amis de Tom sont là, sont présents, nous ont aidés à constituer un dossier de défense avec leurs témoignages. Nous, on a cherché effectivement tous les diplômes de Tom parce il se retrouve avec plus rien. La maison où il co-louait, je veux dire, a été pillée dans les 15 jours. Volé? Donc On son lui a tout volé? ordinateur n'est Oui. plus là. D'accord. Sa combine de plongée a été... Enfin voilà, tout était... il n'y a plus rien. D'accord. Il se retrouve avec son téléphone et son iPad. Et donc quand on a au mois d'avril, les avocats malaisiens avaient sollicité une association des droits de l'homme en Malaisie qui ont été visiter Tom. Et suite à ça, Tom s'est fait malmener. Il a eu des coups de bâton sous les pieds. Donc on a retiré, parce qu'on ne voulait plus, et lui ne voulait plus, il a dit ça suffit, je veux dire, c'est moi qui crains. Donc à partir de ce moment-là, ses amis se sont réunis et sont venus nous aider. Et c'est eux qui nous ont aidés à reconstituer tout le dossier de Tom et qui ont interpellé Fabien Azoulay, qui est un homme qui a été détenu aussi 4 ans en prison en Turquie. Oui. Ils nous ont mis en contact avec lui. Et il a été effectivement aussi touché par l'histoire de Tom. Et c'est lui qui nous a mis en contact avec Françoise Imray, son avocat qui l'a fait libérer. Et qui, depuis le mois d'avril, a accepté de prendre le cas de notre fils. D'accord. C'est un avocat français C'est un avocat français. qui s'occupe des... Et comment s'appelle-t-il, vous m'avez dit? François Imray. D'accord. C'est un ancien ambassadeur du Danemark. Oui. Il a été ambassadeur des droits de l'homme au Danemark. Oui, je crois que c'est ça. Ambassadeur des droits de l'homme. Il a été aussi avocat à la Cour européenne. Et voilà. Donc il a accepté de s'occuper de Tom. Et c'est avec lui qu'on a commencé la médiatisation quand on est rentré en France cet été. Il a eu Tom le 8 juillet. C'est la première fois qu'il avait Tom en appel. Parce que Tom n'était pas favorable à cette médiatisation. Il avait peur des représailles. Bien sûr. Donc, on a organisé un call et son avocat lui a expliqué que
certes, il pouvait entendre ses craintes et nos craintes aussi, mais le risque était plus grand qu'il tombe dans l'oubli et qu'on ne s'occupe pas de lui, que ça dure comme ça pendant des années. Il Donc ne faut c'était surtout pas qu'il tombe risqué, dans mais l'oubli. c'était obligé. Oui. Voilà, qu'ils ne Comment deviennent pas un fait divers. est-ce qu'il vous a donné un premier ressenti, cet avocat, Sylvie? Eh ben, il nous a dit qu'il serait avec nous jusqu'au bout, mais qu'il ne savait pas combien de temps que ça allait prendre. Oui. Il a bien compris que c'était difficile au niveau de la Malaisie, au niveau de la justice et de son fonctionnement, qui était très lente, qui était pas vraiment comme chez nous aussi, pas du tout. Il connaît, voilà, il sait toute la complexité. Il a tout le dossier de Tom, donc il voit bien le manque, le manque de preuves juridiques. Il est convaincu de l'innocence de Tom. Il s'est entretenu avec lui et il a dit, mais voilà, enfin, je dirais, il voit que c'est un jeune homme qui avait la tête sur les épaules et qui avait un salaire, qui avait Non, créé mais son auto-entreprise, bien évidemment, travaillé Sylvie, pour que avec son ordinateur de là où il pouvait. C'est oui. c'est la nouvelle manière des jeunes de travailler avec leur ordinateur, d'être nomades. Avec le passé de Tom, de nous, de voyageurs, effectivement, ça lui correspondait. Et il a très bien compris que Tom n'avait aucun intérêt à jouer là-dedans. Enfin, je veux dire, Oui, et puis c'est lui qui avait il faut investi préciser dans quelque chose, Sylvie, de très important. C'est que ça n'est pas avec 800 grammes de cannabis qu'on fait une fortune, que ce soit en Malaisie ou ailleurs, avec la Thaïlande voisine, qui aujourd'hui vend Oui, de oui, l'herbe, même dans les 7-Eleven ou les Family Mart, vous pouvez trouver de l'herbe. Donc il faut bien comprendre que cette histoire ne tient absolument pas debout, parce qu'aujourd'hui, les Malaisiens peuvent très bien se fournir et ils n'avaient pas besoin euh, enfin, s'ils voulaient faire de l'argent, c'était pas comme ça qu'on en faisait. En plus, je lis et je précise à celles et ceux qui nous écoutent que ces empreintes génétiques, donc son ADN, n'ont pas été retrouvées sur les sachets de cannabis. Donc ça veut bien dire que Tom n'a jamais touché en plus à ce paquet de drogue. Donc tout innocente drogue, y compris le principal accusé. Donc nous, en France, aujourd'hui, bien évidemment, on interpelle les autorités malaisiennes. On dit malaise ou malaisienne d'ailleurs? je crois. Malaisienne. On interpelle bien les autorités malaisiennes, que on va bien évidemment communiquer sur cette affaire, et que si Tom n'a pas le droit à une justice et à un procès équitable, bien évidemment, il y aura des mouvements qui iront à l'encontre de tout ce qui peut se faire contre la Malaisie. Et j'évoque encore le tourisme, j'évoque la Malaysian Airlines, j'évoque plein de choses qui peuvent embêter, parce qu'il y a des milliers de Français qui vont dans ce pays chaque année. Donc la seule chose que nous, on demande en France aujourd'hui, c'est simplement qu'il y ait une vraie enquête juste, et et que le principal accusé, qui dit de manière très claire que Tom n'a rien à voir avec ça, soit entendu. Et nous exigeons que Tom soit libéré maintenant, qu'on n'attende pas un an encore où il croupit en prison dans des conditions de détention lamentables, parce qu'il est innocent, et qu'un innocent n'a rien à faire dans cette prison. Donc les autorités malaisiennes doivent bien comprendre que ici en France, ça ne va pas se passer comme ça. Donc j'espère bien évidemment que tout cela va être entendu. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place où nos auditrices et nos auditeurs peuvent éventuellement se joindre au combat pour Tom? Alors, depuis la médiatisation cet été, où voilà, des articles sur Tom sont parus dans les journaux, dans le Figaro, dans le Parisien, le Bien Public, et encore dernièrement dans le groupe Ebra, dans La Vie. Voilà, il y a eu plein d'articles de journaux.
les amis de Tom ont mis en place un comité de soutien qui s'appelle Free Tom Félix. Oui. Il est sur les réseaux Instagram, Facebook, TikTok, voilà. Il y a un comité de soutien pour Tom. Ses amis aussi ont mis en place une association qui s'appelle Hello Association Libéré Tom pour nous aider à participer, pour aider à payer les frais de justice et la prison qu'on paye tous les autres pour Tom et pour nous aider pour nos déplacements. Et voilà. Comment vous dites payer pour la aider, prison, payer pour la prison parce que en fait il faut payer la nourriture et tout ça, je crois, hein, c'est ça? Oui. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut payer un complément de nourriture, c'est-à-dire qu'il a droit à une nourriture basique, c'est-à-dire poisson et riz, et comme il ne mange pas de poisson, on paye un complément de nourriture pour qu'il ait droit à du poulet et une amélioration. Oui. Et on paye aussi pour qu'il ait de l'argent parce qu'il y a une boutique à l'intérieur de la prison pour acheter tout ce qui est produits d'hygiène quand il y en a. Parce qu'on a le droit de rien amener. Ni savon, ni dentifrice, ni brosse à dents. On ne peut rien. C'est fou hein, que vous nous racontiez ça, parce que c'est fou parce que quand on va là-bas, qu'on atterrit à Kuala Lumpur, c'est un pays, enfin en tout cas c'est moderne, hein, c'est fou que les conditions de détention soient aussi lamentables que ce que vous nous racontez. Donc voilà, et on paye aussi pour qu'il puisse utiliser un téléphone. On paye pour qu'il puisse nous appeler. Il a droit à un appel par semaine. Oui. Et donc il a le numéro d'un copain, de son bon copain, Norris à Singapour. Il a notre numéro de téléphone. Et il a le numéro de téléphone de sa sœur. Donc il peut appeler une fois par semaine. D'accord. Donc vous lui avez parlé là il y a une semaine. Voilà, on lui a parlé mercredi quand il a appelé, et on lui parle vendredi. Ça c'est le call vidéo. D'accord. Et comment va-t-il là? D'autres n'a été... J'avais commencé tout à l'heure et j'ai pas fini. Donc avec les bouquins qu'on lui a amenés, il a beaucoup demandé de trucs de méditation, de yoga, et donc il travaille beaucoup à se construire une bulle une bulle intérieure pour survivre à cet extérieur qui est terrible. Et donc il fait de la méditation 3-4 fois par jour. Il s'est intéressé, voilà, je veux dire, il avait déjà, de par son éducation, il était curieux, donc là, intellectuellement, il lui demande des livres sur des biographies de Aung San Suu Kyi, de Gandhi, de Martin Luther King, des prix Nobel d'économie, des prix Nobel. Voilà, il se cultive. On lui a dit, il avait aussi, dès le départ, on lui a dit, écoute, Tom, ils t'ont enfermé physiquement, mais il ne faut pas enfermer ton esprit. Il faut que tu puises la moindre parcelle d'énergie et que tu te battes pour construire ta bulle intérieure et te protéger et survivre à cette épreuve. Et je vous avoue que son courage et sa résilience me force mon admiration. Je dis, naturellement, c'est sa maman. Je trouve qu'il est courageux, mais souvent, je lui dis, quand il me dit, mais maman, c'est comme ça, ne pose plus de pourquoi. Tu sais bien qu'il ne faut pas poser cette question ici. Il est encore toujours très protecteur vis-à-vis de nous. Voilà. Depuis qu'on n'a plus d'audience, là, vous voyez, je vous ai dit, on a été le voir en septembre et on voulait retourner le voir à la fin du mois. Il nous a dit non, ça suffit. Arrêtez ces voyages qui sont fatigants pour vous. Vous m'avez amené plein de livres. Revenez au mois d'octobre, pendant vos vacances. Vous voyez,
il est très, il est Oui. toujours très Oui, protecteur, bien sûr, il très est protecteur parce qu'il doit fermé. ressentir le mal que tout cela vous fait. Hein, et euh, il est dans un pays hein, qui est très particulier. Hein, ce pays, la Malaisie, qui est un pays musulman, euh, monarchie constitutionnelle où la justice, en plus, fait preuve d'une extrême sévérité envers les étrangers. Hein, sur l'ensemble des détenus condamnés à mort, il y a 44% qui seraient de nationalité étrangère. Il y a, euh, il y a là-bas une tradition à montrer du doigt les étrangers qui sortent du droit chemin et à malmener les étrangers, malheureusement, à les montrer du doigt. Euh, je vous parlais de ce film Midnight Express, hein, vous qui nous écoutez, mais sachez que nous ne sommes pas loin. Ce film Midnight Express fait état d'un jeune homme qui est pris avec du cannabis en Turquie à l'époque. Ce film a maintenant presque 40 ans, euh, un peu plus de 40 ans même. Mais sachez que les conditions de détention que vous voyez dans ce film sont similaires, voire Tom vit même le pire là-bas dans ces prisons qui sont d'une vétusté terrible. Donc, il faut que tous et toutes ce soir, on ait une pensée pour Tom et puis qu'on se batte avec nos petits moyens. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, ne plus aller en Malaisie, ne plus prendre de compagnie malaisienne, voilà, boycotter pour l'instant la Malaisie tant que les choses ne rentrent pas dans l'ordre pour Tom. C'est-à-dire au moins qu'il ait le droit déjà à une défense normale, à une enquête, une vraie enquête, et pas une enquête où on rend les téléphones au bout de 15 jours, alors que aujourd'hui, hein, la téléphonie, l'ADN sont les deux éléments qui sont Bah oui, mais qui prouvent l'innocence de quelqu'un ou ou s'il est coupable, sa culpabilité. Et Tom n'a rien à voir avec cette histoire. On ne se connaît pas, hein, Sylvie et Jean-Luc, mais je connais des gens qui sont autour de vous et qui connaissent Tom et qui vantent la- l'être libre qu'il est, mais aussi le garçon sérieux et avec une tête très bien faite et surtout une tête sur les épaules, qui savait très bien que dans ce pays, les choses qu'il n'y avait pas à faire, il le savait très bien et qu'il n'a jamais touché à ça. Ne serait-ce que même, est-ce qu'il y a eu aussi, c'est ça que je voulais vous demander, est-ce qu'ils ont subi pour la consommation, ils ont subi des tests? oui, oui, oui. Et donc ça a été négatif pour Tom. Mais on n'a aucun papier. D'accord, mais On n'a aucun papier. mais ça, il vous l'a dit aussi vous savez, comme les tests qu'on a en France, est-ce qu'ils ont été testés? Oui, oui, ils ont été testés. D'accord. Bon. Parce qu'on voit dans le rapport. Mais qu'on demande à Tom quelle était. Mais on demande à Tom, on lui présente 3 bouteilles, on lui dit c'était quoi ta bouteille? Alors Tom il dit je sais pas, moi j'ai fait pipi dans une bouteille et je vous l'ai donnée. Ah oui, d'accord. Bon, c'est super sérieux. C'est-à-dire, on leur a fait faire pipi dans une bouteille et ensuite on leur a demandé quelle était la bouteille dans laquelle ils avaient uriné. C'est ce qui apparaît sur le rapport. Non mais écoutez, on se croirait même, enfin, on marche sur la tête, quoi. C'est fou. Je pensais pas que Oui. la Malaisie était aussi arriérée que ça en termes de moyens d'enquête, quoi. C'est fou parce que quand vous allez là-bas, à Kuala Lumpur, vous voyez quand même, c'est très clean, c'est très moderne. Il y a des grands hôtels, c'est un pays en plein développement, la Malaisie. Donc c'est fou qu'à travers cette histoire si triste, on voit combien c'est une justice du Moyen Âge là. Oui. Ouais. Et même si, entre guillemets, même si la bouteille était positive, je veux dire, ça fait déjà 1 an qu'il est dans les prisons. Je veux dire, il est en attente d'un procès encore pour 1 an. Enfin, je veux dire, c'est complètement Ahurissant. disproportionné, quoi. Mhm. C'est, et depuis cette médiatisation, je veux dire, moi, depuis, les journalistes me recontactent en disant depuis juillet, est-ce que ça avance? Est-ce qu'il y a du nouveau? Et
Et notre avocat, Maître Zimret, n'a toujours pas obtenu de rendez-vous avec l'ambassadeur Avec de l'ambassadeur, Malaisie d'accord. à Paris. Voilà, malgré X tentatives, je crois que c'est compliqué. Est-ce que l'Élysée vous aide? Parce que, bien évidemment, beaucoup d'auditeurs et d'auditrices d'Europe 1 se demandent si, depuis l'incarcération de Pas Tom, directement. pas On a directement, écrit à M. Macron, Pas à notre connaissance. pas à notre connaissance, d'accord? ça c'est sûr. Mes sœurs, au mois d'octobre l'année dernière, 2023, mes sœurs avaient écrit à M. Macron en octobre. En novembre, on a eu la réponse comme quoi son dossier était suivi, que la protection consulaire était mise en place, qu'il ne pouvait rien faire d'autre. Au mois d'avril, on a écrit à Madame Macron. Oui, Au mois de juillet, on a reçu une réponse de M. Stéphane Séjourné, qui était le ministre des Affaires étrangères, oui. qui nous a aussi redit que la protection consulaire a été mise en place et que il ne pouvait rien faire d'autre, sinon il serait accusé d'ingérence. Oui. Alors ça, c'est la dans, première réponse. dans les affaires. Voilà, c'est la première réponse des politiques on sait. Est-ce que vous êtes au courant? Y a-t-il des accords entre la Malaisie et la France ou il n'y a aucun accord? Je ne crois pas. qu'il y ait Je ne crois pas qu'il y ait d'accord d'extradition. Oui. Ça serait bien que votre avocat se renseigne quand même de cela. Non, mais je crois qu'il le fait. Il le fait. D'accord, lui, il le sait. D'accord. Beaucoup de nos auditeurs, de nos auditrices demandent s'il y a une adresse pour pouvoir écrire à Tom, s'il y a une adresse aussi pour pouvoir écrire Oui. éventuellement pour réclamer. Voilà, beaucoup d'auditeurs et d'auditrices Il faut faire réclament. hashtag Freetom, FREETOM, FELIX. D'accord. Free. Et quand on fait hashtag Freetom Félix sur Facebook ou sur Instagram, Oui. on tombe sur son comité de soutien. Et là, justement, hier soir, ils ont déjà mis un post comme quoi, voilà, on allait être interviewé sur votre antenne, sur Europe 1 ce matin. D'accord. Ils vont informer ils informent de toute l'histoire de Tom quand elle paraît dans les journaux. Ils donnent tous les éléments pour aider, comment aider et soutenir Tom D'accord. en faisant partager, en rendant le plus possible visible son histoire. Mhm. Ils donnent l'adresse pour écrire. Voilà. Pour c'est tout, écrire à Tom, parce que beaucoup d'auditeurs et d'auditrices demandent s'ils peuvent écrire directement à Tom. Oui. Alors, écrire à Tom directement, non. D'accord. Il faut que ça passe par une. D'accord. Voilà. Et nous, on les photocopie et on les amène à Tom. Alors, je suppose que vous, de votre position, Sylvie et Jean-Luc, vous avez bien évidemment, vous devez prendre faire preuve de la plus grande prudence dans votre attitude. Mais Oui. est-ce que des mouvements un peu comme je l'ai soumis, est-ce que des gens ont évoqué de boycotter la Malaisie d'une manière ou d'une autre déjà? Non. 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 Là, on parlait de mettre une pétition en place. On était en train de voir avec notre avocat. Et puis, vous savez, pendant les vacances, il n'y avait pas de gouvernement. Oui. Donc, c'était aussi quelque chose qui a fait qu'on n'a pas pu interpeller tout de suite. Mais là, depuis que le nouveau gouvernement a mis en place, je sais que Maître Zimret ressollicite des rendez-vous avec le nouveau ministre des Affaires étrangères, l'ambassadrice des droits de l'homme, Isabelle Rome. Okay. Merci. Merci beaucoup. Courage Merci à vous. beaucoup. Bonne journée à vous, puisqu'il est le matin. Au revoir, Jean-Luc. Au revoir, Sylvie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.